Tu es trop petit pour mes grands projets, Marc, a dit Laura nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Ses doigts manucurés s'enroulaient autour d'un verre de Pinot Grigio, un vin qui coûtait plus cher que ce que je dépensais autrefois pour une bouteille de whisky. Les mots flottaient entre nous dans notre cuisine, celle que j'avais rénovée moi-même il y a 2 étés, pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement les messages de lui. C'était la semaine dernière. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon mariage de 10 ans était terminé. Mais je m'emballe. La vérité, c'est que les fondations se fissuraient depuis des mois, bien avant que ces mots ne fassent finalement s'effondrer toute la structure. Il y a 1 an, Laura Jensen était ma femme, la mère de nos 2 enfants, et une agente immobilière à temps partiel qui aidait de vieilles dames à trouver leur première maison. Puis elle a eu sa grande chance, décrochant le mandat pour la villa d'un cadre de la tech, la vendant pour 2 millions de plus que le prix demandé, et soudain, elle est devenue quelqu'un dans le milieu immobilier local. J'étais content pour elle. Mince, j'étais fier. Ma femme, celle qui avait l'habitude de découper des coupons de réduction et de planifier nos courses en fonction des soldes, ramenait soudain des commissions qui éclipsaient mon salaire de chef de chantier. Je rentrais à la maison couvert de poussière de placo pour la trouver dans des vêtements de marque que je ne reconnaissais pas, parlant d'événements de réseautage et de stratégie de vente. « Tu devrais venir ce soir », disait-elle en ajustant une boucle d'oreille qui coûtait plus cher que le crédit de ma camionnette. Le groupe Whitmore organise une soirée au Méridien Club. Mais quand j'arrivais dans mon meilleur pantalon chino et mon polo, elle me présentait rapidement, puis s'éloignait pour parler aux gens qui comptaient. Je restais près du bar, à regarder ma femme se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, touchant des bras, se penchant pour murmurer des secrets du marché. Les voyages du week-end ont commencé en février. Un client veut voir des propriétés à Napa, expliquait-elle en jetant des vêtements dans un sac de voyage Louis Vuitton, apparu un jour sans explication. Grosse commission si je décroche celle-là, chérie. Je restais à la maison avec Jake et Emma, les emmenant à l'entraînement de foot et aux fêtes d'anniversaire, pendant que Laura publiait des stories Instagram depuis les toits terrasses d'hôtels que je n'avais jamais vus. Les enfants ont cessé de demander quand maman rentrerait à la maison. Les relevés de cartes de crédit racontaient leur propre histoire. Noma, The French Laundry, des bars avec des noms comme le Violet Hour ou The Alchemist, toujours 2 repas, toujours du vin cher. Quand je l'interrogeais sur les coûts, elle balayait ma question d'un geste dédaigneux. Ce sont les frais professionnels, Marc, répondait-elle, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Mais ce sont les petits changements qui faisaient le plus mal. La façon dont elle détournait son corps de moi dans le lit. Comment elle a commencé à aller à la salle de sport à 5 heures du matin, revenant avec une coiffure toujours impeccable. Le nouveau parfum, quelque chose de français et de complexe, qui a remplacé le spray corporel à la vanille qu'elle portait depuis l'université. La semaine dernière, jeudi soir, elle avait laissé son téléphone face visible sur la table pendant qu'elle allait vérifier les devoirs d'Emma. L'écran s'est allumé avec un aperçu qui a tout changé. Daniel Whitmore, j'ai hâte d'être à ce week-end. Pareil, ma belle. Ma gorge s'est asséchée. Daniel Whitmore, le promoteur avec qui elle travaillait, celui dont le nom revenait dans chaque conversation sur son succès. Grand, les cheveux poivre et sel, il conduisait une Porsche qu'il garait sur 2 places. Qui t'envoie un message, ai-je demandé quand elle est revenue, en gardant ma voix stable, comme je le faisais avec des sous-traitants difficiles. Elle a jeté un œil au téléphone et, pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage, de la panique, peut-être, ou de l'agacement d'être questionné. Puis le masque est revenu en place. Juste Daniel à propos du projet Riverside, a-t-elle répondu en glissant le téléphone dans sa poche. On fait une dernière visite samedi pour les investisseurs de Hong Kong. Dans la même suite, ai-je insisté. Elle m'a regardé avec ses yeux verts qui, autrefois, me voyaient comme son monde entier. Maintenant, ils étaient calculateurs, évaluant si j'étais une menace pour ce qu'elle construisait sans moi. La suite de conférence au Marriott du centre-ville, a-t-elle répondu doucement. Là où on rencontre toujours les clients. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration, et j'ai réalisé que je ne savais pas quand elle était devenue une si bonne menteuse. Ou peut-être que je n'avais tout simplement pas voulu le voir. La femme à côté de moi, avec sa nouvelle confiance, ses vêtements de marque et ses week-ends d'affaires, n'était pas la Laura que j'avais épousée lors d'une cérémonie dans notre jardin 10 ans plus tôt. Elle était devenue quelqu'un avec de grands projets. Et apparemment, j'étais trop petit pour en faire partie.
J'ai commencé à faire attention après ce jeudi soir. Vraiment faire attention. Pas seulement la conscience passive d'un mari confiant, mais l'observation ciblée de quelqu'un qui a enfin admis ce qu'il évitait. Laura n'a pas remarqué le changement. Elle était trop occupée à devenir celle qu'elle pensait devoir être. L'enquête a commencé modestement. Je notais quand elle disait aller au bureau, mais ses services de localisation la montraient au Meridian Club. Je faisais des captures d'écran de ses stories Instagram. Au charbon au bureau, alors que notre carte de crédit était débitée dans un bar à vin du centre-ville. Je suis devenu un détective dans ma propre maison, et les preuves étaient partout une fois que j'ai commencé à chercher. Mais c'est la technologie qui l'a vraiment trahi. Laura avait toujours été négligente avec les mots de passe, utilisant le même pour tout, la date de notre anniversaire. Elle n'avait jamais non plus pris la peine de désactiver la sauvegarde automatique de son téléphone, qui se synchronisait avec notre ordinateur portable partagé. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'utilisais à peine l'ordinateur, sauf pour consulter les résultats de Buzzball et payer les factures. Mardi soir, Laura était à un autre dîner de réseautage. Les enfants dormaient. Je me suis assis à notre table de salle à manger avec l'ordinateur portable et une bière, me disant que j'allais juste vérifier nos relevés bancaires. C'est ce que je me suis dit en ouvrant le dossier des photos. C'est ce que je me suis dit en cliquant sur ces sauvegardes récentes. Les photos se sont chargées en une grille. Les plus récentes d'abord. Laura lors de visite. Laura avec des clients. Laura et son équipe. Puis je suis arrivé à avril, et ma bière est devenue tiède dans ma main. Des selfies dans une chambre d'hôtel. Laura en lingerie que je n'avais jamais vue. Les cheveux argentés et les dents blanches de Daniel Whitmore dans chaque cliché. Eux deux au restaurant, dans des bars, dans une Tesla que j'ai reconnue du parking de l'entreprise. Mais c'est l'intimité désinvolte qui m'a anéanti. Sa main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille, la façon dont ils se regardaient comme s'ils partageaient un secret. Ils avaient un secret. Ils ne savaient juste pas que ce n'en était plus un. Les SMS étaient pires que les photos. Je suis resté assis là pendant 2 heures, lisant la destruction de mon mariage dans des bulles bleues et grises. Laura, mon Dieu, j'avais besoin de ça. Marc ne penserait jamais à réserver une suite au Saint-Régis. Daniel, tu mérites d'être traité comme la reine que tu es, pas coincé en banlieue avec quelqu'un qui n'apprécie pas ton potentiel. Laura, c'est un bon pourvoyeur, stable, sûr. Daniel, sûr, c'est juste un autre mot pour ennuyeux, ma belle. Laura, je sais. Crois-moi, je sais. 10 ans de sécurité. 10 ans des mêmes conversations, de la même pizza du vendredi soir, des mêmes positions. J'ai dû arrêter de lire, marcher jusqu'à la salle de bain, m'asperger le visage d'eau froide. Nous avions fait l'amour ce matin-là, ou ce que je croyais être l'amour. Apparemment, ce n'était qu'une autre obligation qu'elle cochait sur sa liste. Quand je suis revenu, j'ai continué à lire, capturant tout. Daniel, quitte-le. Emménage avec moi. On construira un empire ensemble. Laura, ce n'est pas si simple. Il y a la maison, les enfants, 10 ans d'actifs. Daniel, j'ai des avocats qui peuvent s'en occuper. Tu aurais la moitié de tout, plus une pension alimentaire. Marc a l'air du genre à se laisser faire. Laura, c'est le cas. Il est trop petit pour mes grands projets. Mais je dois bien choisir mon moment. Peut-être après la clôture du projet Riverside. Trop petit pour ces grands projets. C'était là, noir sur blanc, daté de 2 mois. J'ai tout copié. Chaque photo, chaque message, chaque email sur leur réunion d'affaires qui était de toute évidence tout sauf professionnel. J'ai tout téléversé sur un disque cloud auquel moi seul avais accès, puis j'ai envoyé des copies à une adresse email distincte. Puis je me suis assis et j'ai fait quelque chose qui m'a surpris. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que Laura avait fait une erreur de calcul fondamentale. Elle pensait que j'étais le Marc sûr, ennuyeux, prévisible, qui se laisserait faire quand elle serait prête à se débarrasser de moi. Elle pensait que j'allais supplier, pleurer, me battre pour un mariage qu'elle avait déjà assassiné. Elle avait tort. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, des œufs brouillés pour Jake, des pancakes pour Emma. Laura a traversé la cuisine en tenue de sport, m'a déposé un baiser sur la joue. Quand ce geste était-il devenu si vide de sens?
Elle a mentionné qu'elle avait une visite qui pourrait se prolonger. Pas de problème, ai-je répondu en retournant un autre pancake. Prends ton temps. Elle s'est arrêtée à la porte, entendant peut-être quelque chose de différent dans mon ton, mais son téléphone a vibré, probablement Daniel, et elle est partie. J'ai déposé les enfants à l'école, puis je me suis assis dans ma camionnette sur le parking et j'ai appelé Richardson et Associés, le cabinet d'avocats qui gérait les contrats de notre entreprise. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce, ai-je dit à la réceptionniste. Le meilleur que vous ayez. Cherchez-vous à engager une procédure, ou votre conjoint l'a-t-il déjà fait? A-t-elle demandé. J'ai regardé mon alliance, le simple anneau d'or que Laura avait glissé à mon doigt quand nous étions jeunes, stupides et amoureux. Je cherche à gagner, ai-je répondu. Le rendez-vous a été fixé à jeudi. En attendant, j'avais d'autres preuves à rassembler, et Laura allait m'aider à le faire sans même le savoir. Car même si elle avait raison de dire que j'avais été trop petit pour ces grands projets, elle avait oublié quelque chose d'important sur le fait de travailler dans la construction. Avant de construire quelque chose de nouveau, il faut savoir comment démolir correctement l'ancienne structure. Il faut comprendre les murs porteurs, les points de tension, les faiblesses cachées. Et je venais de trouver toutes les siennes. Catherine Walsh ne ressemblait pas à une détective privée. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un, les cheveux argentés et la voix douce, portant un gilet avec des chats dessus. C'est probablement pour ça qu'elle était si douée dans son travail. Je n'ai pas besoin que vous prouviez que ma femme a une liaison, lui ai-je dit dans son bureau exigu au-dessus d'un restaurant chinois. J'ai déjà toutes ces preuves. Elle a ajusté ses lunettes de lecture, examinant la clé USB que je lui avais donnée. Alors, de quoi avez-vous besoin, monsieur Jensen? A-t-elle demandé. J'ai besoin de documents prouvant comment cette liaison affecte notre famille, ai-je expliqué. Des dossiers financiers montrant son détournement des biens matrimoniaux, des preuves de négligence parentale, des choses qui comptent au tribunal, pas seulement pour mon ego. Catherine a souri, et soudain, elle n'avait plus l'air si grand maternel. Vous pensez de manière stratégique. C'est bien, a-t-elle répondu. La plupart des hommes dans votre situation veulent juste les prendre sur le fait, comme si ça changeait quoi que ce soit légalement. Vous voulez gagner, pas seulement blesser. Je veux mes enfants, ai-je dit. Je veux ma maison. Je veux qu'elle obtienne exactement ce qu'elle mérite. Ni plus, ni moins. Pour ça, je peux vous aider, m'a-t-elle assuré. Pendant que Catherine construisait son dossier, je construisais le mien. Je suis devenu le mari parfait. Ironiquement, quand Laura a oublié de récupérer Jake à l'entraînement de foot, trop occupé avec Daniel selon l'historique de ses messages, j'ai laissé l'entraîneur l'appeler 3 fois avant d'intervenir pour sauver la situation. J'ai documenté chaque incident, chaque obligation oubliée, chaque promesse non tenue. Tu as encore travaillé tard? Demandai-je quand elle rentrait en titubant à minuit, empestant le vin et son parfum à lui. Gros dîner client, répondait-elle, n'essayant même plus d'être convaincante. Tu sais ce que c'est? Oui, je sais, répondais-je. Et je le pensais. Je savais exactement ce que c'était. Le premier rapport de Catherine est arrivé 2 semaines plus tard. Daniel Whitmore était un sacré personnage, 3 divorces, 2 faillites habilement dissimulées derrière des sociétés écrans, et une réputation de griller ses partenaires commerciaux comme des cigarettes. Il avait été poursuivi 2 fois pour rupture de contrat et 1 fois pour harcèlement sexuel, bien que cela ait été réglé à l'amiable. Il se sert de votre femme, a dit Catherine sans détour. Elle lui a apporté 3 mandats majeurs grâce à ses relations. Une fois qu'elle aura épuisé son réseau, il passera à autre chose. C'est son modus operandi. Combien de temps? Ai-je demandé. D'après son historique, 6 mois à partir du début de la liaison. Vous en êtes déjà au 3e mois, a-t-elle répondu. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la jalousie, ça s'était éteint des semaines auparavant. C'était de la satisfaction. Laura pensait avoir fait une bonne affaire, mais elle n'était en réalité qu'une autre proie dans la longue arnaque de Daniel. Les documents financiers étaient encore plus accablants. Laura avait détourné de l'argent de nos comptes joints vers un compte séparé dont elle pensait que j'ignorais l'existence. Elle avait gonflé ses notes de frais, faisant passer des dîners personnels pour des réunions d'affaires. Catherine avait les reçus, les relevés bancaires, et même des images de surveillance de Laura et Daniel à un distributeur automatique,
riant en retirant de l'argent de notre compte pour un week-end à Vegas. Mais la négligence parentale serait ce qui compterait le plus au tribunal. Laura avait manqué 12 événements scolaires en 2 mois. Elle avait oublié la réunion de préparation de l'anniversaire d'Emma. Elle était arrivée en retard aux réunions parents-professeurs parce qu'elle était dans un bar d'hôtel avec Daniel. Catherine avait les reçus et les images de sécurité. J'ai continué à jouer mon rôle. Mari compréhensif, père dévoué, le Marc stable, ennuyeux, sûr, que Laura tenait pour acquis. Quand elle a finalement demandé le divorce, j'étais prêt. C'était un mercredi soir, 2 semaines après que j'ai découvert la liaison. Les enfants étaient chez ma mère. Laura avait préparé le dîner, une première depuis des mois, et je savais ce qui allait arriver. « Marc, il faut qu'on parle », a-t-elle commencé. J'ai posé ma fourchette, j'ai croisé son regard. Elle avait répété ce discours. Je le voyais à la façon dont ses mains ne tremblaient pas. « Nous nous sommes éloignés », a-t-elle continué. « Nous voulons des choses différentes maintenant. Je pense qu'on devrait envisager une séparation. » 10 ans de mariage réduit à un jargon d'entreprise. Nous nous étions éloignés, comme si c'était mutuel, comme si j'avais eu mon mot à dire dans sa transformation. « Tu as raison », ai-je dit. Elle a cligné des yeux, déstabilisée. « Je quoi » a-t-elle balbutié. « Tu as raison. On devrait divorcer », ai-je confirmé. Le visage de Laura est passé par plusieurs émotions, la surprise, la méfiance, puis le soulagement. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, des supplications. Au lieu de ça, je lui donnais exactement ce qu'elle voulait, ce qui la rendait nerveuse. « On peut faire ça à l'amiable », a-t-elle dit rapidement. 50-50e pour le partage, garde partagée. Pas besoin de bataille judiciaire sordide. Bien sûr, ai-je accepté. Tout ce que tu juges équitable. Elle a carrément souri, puis a tendu la main pour me serrer la mienne. Je savais que tu comprendrais, a-t-elle dit. Tu as toujours été si raisonnable. Raisonnable. Sûr, ennuyeux, petit. Quand penses-tu déposer la demande? Ai-je demandé en coupant un autre morceau de poulet. Peut-être le mois prochain. Je dois mettre de l'ordre dans certaines choses d'abord, a-t-elle répondu. Elle voulait dire qu'elle devait cacher plus d'actifs, probablement déplacer plus d'argent. Catherine suivait déjà tout ça. Pas de précipitation, ai-je dit. Prends ton temps. Laura est partie cette nuit-là pour rester chez sa sœur, mais en réalité, elle est allée à l'appartement de Daniel. Catherine avait déjà confirmé qu'il lui avait donné une clé. Elle m'a embrassé sur la joue en partant, a promis que nous serions toujours amis, qu'elle tiendrait toujours à moi. Alors que sa voiture s'éloignait, j'ai appelé mon avocat. Déposer la demande demain, ai-je ordonné. Tout ce dont nous avons discuté. Vous êtes sûr? Une fois que nous déposons, il n'y a plus de retour en arrière, m'a-t-il prévenu. J'ai pensé à Laura dans cette chambre d'hôtel, riant de notre mariage. J'ai pensé à elle me traitant de petit, sûr, ennuyeux. J'ai pensé à Daniel Whitmore, qui était sur le point de découvrir que Laura venait avec plus de bagages qu'il ne l'avait imaginé. Déposez-la, ai-je dit, et assurez-vous qu'elle soit signifiée à son bureau. L'araignée avait fini de tisser sa toile. Il était maintenant temps d'attendre que la mouche réalise qu'elle était déjà prise. Le lundi matin est arrivé, clair et lumineux. Un de ces jours de printemps parfaits qui vous font penser que tout va bien se passer. Laura est partie tôt pour le bureau, fredonnant, pensant probablement à sa nouvelle vie avec Daniel. Elle a embrassé les enfants, leur a dit d'être sages pour papa, et est partie dans la BMW qu'elle avait louée sans en discuter avec moi. L'huissier est arrivé chez Whitmore Realty à 11h47. Je connais l'heure exacte parce que Laura m'a appelé à 11h53, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. J'étais sur un chantier, examinant des plans avec mon contremaître, et je suis sorti pour prendre l'appel. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié. Elle ne m'avait jamais insulté avant, pas en 12 ans. Tu avais dit qu'on ferait ça à l'amiable. C'est ce qu'on fait, ai-je répondu calmement. Je mets juste les choses en ordre, comme tu as dit que tu devais le faire. Devant mes collègues, devant des clients, espèce de salaud revanchard. Hurla-t-elle. Laura, j'ai gardé ma voix stable. Professionnelle. Tout est dans le dossier.
Ton avocat peut l'examiner et on pourra en discuter. Quel dossier? Qu'est-ce que tu as? J'ai entendu des papiers se froisser, puis un silence. Elle lisait les documents sur la liaison, la fraude financière, la négligence parentale, tout. Comment? Sa voix est sortie petite, étranglée. Tu as sauvegardé ton téléphone sur notre ordinateur portable. Tu n'as jamais été doué avec la technologie, ai-je expliqué. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, Marc, s'il te plaît, on peut en parler. J'ai fait une erreur. Plusieurs erreurs, ai-je corrigé. Toutes documentées. Ton avocat a les coordonnées du mien. On devrait probablement communiquer par leur intermédiaire à partir de maintenant. J'ai raccroché et je suis retourné à mes plans. Cet après-midi-là, le monde soigneusement construit de Laura s'effondrait. 2 clients majeurs ont appelé pour annuler leur mandat, mal à l'aise avec le drame. Son Instagram, habituellement plein de perfectionnisme mis en scène, est devenu silencieux. Daniel, fidèle à lui-même, a immédiatement pris ses distances. Catherine m'a envoyé les captures d'écran de leur échange de SMS. Laura, j'ai reçu les papiers du divorce aujourd'hui. Marc sait tout. Daniel, tout. Laura, sur nous, les hôtels, tout. Daniel, je pense qu'on devrait faire une pause. C'est beaucoup à digérer. Laura, une pause? Dani, tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on construirait un empire. Daniel, je dois me concentrer sur mes affaires en ce moment. Le projet Riverside est à une étape cruciale. Laura, tu te fous de moi? Daniel, ne me contacte plus. Si tu le fais, je considérerai ça comme du harcèlement. Et voilà, le prince charmant s'est révélé n'être qu'un autre narcissique d'âge mûr qui voulait un peu d'excitation sans les conséquences. Laura avait réduit son mariage en cendres pour un homme qui a bloqué son numéro dès que les choses se sont compliquées. Mardi, elle est venue à la maison pendant que j'étais au travail, espérant probablement récupérer des objets de valeur ou des documents importants, mais j'avais changé les serrures et installé des caméras. J'ai regardé depuis mon téléphone comment elle se tenait sur le Porsche, notre Porsche, celui que j'avais construit, essayant sa clé encore et encore, puis s'asseyant finalement sur les marches et pleurant. Mercredi, son avocat a appelé le mien. Il voulait négocier. Laura admettrait la liaison si j'acceptais de taire la fraude financière. Elle renoncerait à la garde si je la laissais garder sa voiture et la moitié des économies. Contre-offre, a dit mon avocat. Elle garde la voiture, $5 000, et un droit de visite supervisé un week-end sur 2. Sinon, on va au procès avec tout. Jeudi, la femme de Daniel m'a appelé. Oui, sa femme, celle dont il était séparé mais dont il n'avait jamais divorcé. La troisième, Madame Whitmore, qui essayait de lui faire signifier des papiers depuis 2 ans, mais ne pouvait jamais prouver l'adultère d'une manière qui annulerait leur contrat de mariage. Je crois comprendre que vous avez des photos, a-t-elle dit. C'est possible, ai-je répondu. Je vous paierai pour les avoir, a-t-elle offert. Je ne veux pas de votre argent, ai-je répondu. Mais si vous en avez besoin pour votre dossier, je vous les enverrai gratuitement. Elle a ri. Vous le détruisez gratuitement? A-t-elle demandé. Je ne détruis personne, ai-je dit. Je laisse juste les gens faire face aux conséquences de leur choix. Vendredi, Laura a tenté une dernière fois. Elle s'est présentée à l'entraînement de foot de Jack, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. Les vêtements de Marc avaient été remplacés par un jean et un sweat. Sa BMW était toujours sur le parking, mais semblait en quelque sorte diminuer, ses cheveux parfaitement coiffés ramenés en un chignon désordonné. On peut parler? A-t-elle demandé. J'ai gardé les yeux sur Jack, qui s'entraînait au tir au but. Nos avocats parlent. Marc, s'il te plaît. J'ai tout gâché. Je le sais. Mais 10 ans, ça ne compte pour rien? A-t-elle plaidé. Ça comptait tout pour moi, ai-je répondu. Mais apparemment, j'étais trop petit pour tes grands projets. Elle a tressailli. J'étais saoul quand j'ai écrit ça. Je ne le pensais pas, tu le pensais. Et tu avais raison. Je suis petit. J'ai de petits rêves, une belle maison, des enfants heureux, une femme qui m'aime, la pizza du vendredi soir c'est tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je dit. Je voulais plus, a-t-elle admis. Et comment ça s'est passé pour toi? Ai-je demandé.
Elle s'est mise à pleurer alors, des sanglots bruyants qui ont attiré les regards des autres parents. Mais je ne l'ai pas réconfortée. Je ne pouvais pas. La femme qui pleurait à côté de moi n'était pas ma femme. Ma femme était morte quelque part entre la première chambre d'hôtel et le dernier SMS. La réunion finale a eu lieu dans la salle de conférence de mon avocat. Laura avait l'air vaincue. Son avocat avait l'air fatigué, et Daniel Whitmore était introuvable. Déjà passé à sa prochaine conquête, selon Catherine. Les termes étaient brutaux mais justes. Je gardais la maison, la garde principale et la plupart de nos économies. Laura gardait sa voiture, ses effets personnels et assez d'argent pour repartir à zéro. L'entreprise qu'elle avait bâtie avec Whitmore s'effondrait déjà. Il s'est avéré que beaucoup de ses clients étaient plus les siens que les siens, et ils l'ont suivi quand il l'a laissé tomber. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire? A demandé le médiateur. Laura m'a regardé de l'autre côté de la table, et pendant un instant, j'ai vu la femme que j'avais épousée. Jeune, ambitieuse, pleine de rêves. Mais cette femme avait évolué en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait confondu vouloir plus avec mériter plus. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je dit. Et j'étais désolé, moi aussi. Désolé qu'elle ait détruit notre famille pour une illusion. Désolé qu'elle ait échangé quelque chose de réel contre quelque chose de brillant. Désolé qu'elle ait appris trop tard que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Les papiers ont été signés à 15h47 un vendredi après-midi. Les mains de Laura tremblaient en écrivant son nom. Les miennes étaient stables. En quittant le bâtiment, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant » a-t-elle demandé. « Ce que tu veux, ai-je répondu. Tu es libre de poursuivre tes grands projets. » Elle a ri, un rire amer et brisé. Il n'était pas si grand que ça, finalement, n'est-ce pas? Non, ai-je acquiescé. Il ne l'était pas. Je suis rentré en voiture dans ma petite maison avec mes petits rêves, pour attendre que mes enfants rentrent de l'école. Laura est partie dans sa BMW, en direction d'un 2 pièces dans le mauvais quartier de la ville, où elle aurait tout le temps de réfléchir à l'empire qu'elle avait essayé de construire sur les fondations de quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, je pousse Emma sur la balançoire que j'ai construite dans notre jardin, le même jardin où Laura et moi nous sommes mariés il y a 11 ans. Jake s'entraîne à tirer au foot contre la clôture, et Sarah est sur la terrasse, corrigeant des copies et levant parfois les yeux pour nous sourire. Sarah est l'institutrice de Jake en CE2. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs que Laura avait manqué. Nous avons commencé à discuter autour d'un café et avons découvert que nous voulions les mêmes choses. La stabilité, la famille, la pizza du vendredi soir. Elle trouve mes histoires de chantier intéressantes. Ça ne la dérange pas que je fréquente toujours les 3 mêmes restaurants. Elle s'intègre dans notre petite vie comme si elle avait toujours dû en faire partie. Laura voit les enfants un week-end sur 2. Elle vient maintenant les chercher dans une Honda Civic. La BMW a été saisie il y a 2 mois. Elle travaille dans une petite agence immobilière de l'autre côté de la ville, le genre qui s'occupe de location et de saisie, pas de mandat à plusieurs millions de dollars. Daniel Whitmore apparaît de temps en temps dans les pages mondaines avec une nouvelle femme à son bras, de plus en plus jeune à chaque fois. Laura ne le mentionne plus. Le week-end dernier, quand elle a ramené les enfants, elle s'est attardée sur le porche. La maison est belle, a-t-elle dit. Tu as repeint. Même couleur, juste un coup de frais, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, regardant par la fenêtre la vie qu'elle avait jetée. Sarah était à l'intérieur, aidant Emma avec un projet scolaire, et quelque chose a traversé le visage de Laura. Pas de la jalousie, exactement, mais peut-être de la reconnaissance. Elle a l'air gentille, a commenté Laura. Elle l'est, ai-je acquiescé. Est-ce qu'elle te rend heureux? A-t-elle demandé. Elle ne me fait pas me sentir petit, ai-je répondu. Laura a grimacé, puis a essayé de sourire. Je suis vraiment désolé, Marc. Pour tout. Je sais, ai-je dit. Tu penses que, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Laisse tomber. Quoi? Ai-je insisté. Tu penses que j'ai toujours été cette personne? Ou que je le suis devenu? A-t-elle demandé. C'était la première vraie question qu'elle posait depuis des années. La première fois qu'elle montrait une véritable introspection.
Je pense que tu as toujours été ambitieuse, ai-je dit prudemment. Mais à un moment donné, tu as confondu l'ambition avec le sentiment que tout était dû. Tu as commencé à penser que tu méritais plus, au lieu de travailler pour avoir plus. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'avais tout, n'est-ce pas? Et j'ai tout jeté pour rien. Pas pour rien. Tu as eu ta grande vie, même si ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais, ai-je répondu. Elle est plutôt petite, a-t-elle ri amèrement. La plupart des vies le sont, ai-je dit. Elle est partie alors, s'éloignant dans sa voiture pratique vers son appartement pratique, où elle dînerait seule et ferait défiler Instagram, regardant les grandes vies des autres et se demandant comment elle avait fini si petite. À l'intérieur, Sarah préparait des spaghettis. Rien d'extraordinaire, juste de la sauce en bocal et du pain à l'ail surgelé. Jake mettait la table sans qu'on le lui demande, et Emma bavardait sur sa journée. C'était magnifiquement, parfaitement ordinaire. Tout va bien? A demandé Sarah en m'embrassant sur la joue. Tout va bien, ai-je répondu. Et c'était vrai. Ma petite vie, avec ses petites ambitions et ses petits rêves, était belle. Laura avait eu raison de dire que je ne serais jamais le type avec la Porsche, le Pantouse et les montres chères. Mais elle avait eu tort de penser que c'était un échec. Certains d'entre nous sont des bâtisseurs, contents de créer quelque chose de solide et de durable. D'autres sont des grimpeurs, cherchant toujours à atteindre le prochain barreau, jamais satisfaits de la vue d'où ils se trouvent. Laura était une grimpeuse qui avait oublié que lorsqu'on grimpe seul, il n'y a personne pour vous rattraper quand vous tombez. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que Sarah lisait au lit, je me tenais dans mon atelier, regardant la boîte à bijoux que je fabriquais pour l'anniversaire d'Emma. C'était du chêne simple, avec des charnières en laiton. Rien qui n'impressionnerait quelqu'un qui ne comprend pas l'artisanat, mais ça durerait. Dans 50 ans, Emma pourrait la donner à sa fille, et elle serait toujours solide, toujours belle dans sa simplicité. C'est ce que Laura n'a jamais compris. Les choses qui durent sont rarement celles qui brillent le plus. Ce sont les choses discrètes, les choses stables, les choses qui semblent trop petites pour compter jusqu'à ce qu'elles ne soient plus là. Elle a dit que j'étais trop petit pour ses grands projets. Il s'avère que ces grands projets étaient trop petits pour les conséquences. J'ai éteint la lumière de l'atelier et je suis rentré dans ma petite vie parfaite, laissant les ambitions de Laura là où elles devaient être, dans les cendres de ce que nous avions été.